Retrouvez dans un instant l'écrivain Grégory Le Floch, auteur de Dans la forêt du hameau de Hart, de Gloria Gloria, de Parcourir le monde et d'y rôder et de Éloge de la plage, à la librairie Ombre Blanche, mercredi 12 novembre 2025. Il y présentait Peau d'ours, paru aux éditions du Seuil, en dialogue avec le libraire Nicolas Vives. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Merci à vous, Grégory, d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois qu'on a le plaisir de vous recevoir. Vous sortez votre 4e roman aux éditions du Seuil qui s'appelle Peau d'ours. Je disais tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, vous m'avez demandé si j'étais ami avec Bernard Vallée, qui était l'éditeur des éditions Verticales. Alors non, c'est l'ancien directeur de la librairie qui était ami avec Bernard Vallée. Mais c'est vrai que c'est sous la pression de Bernard Vallée et de son épouse, qui est Lydie Salver, qui est aussi... Alors Lydie est une grande amie de la librairie depuis toujours, pas depuis 50 ans, mais pas loin. Et c'est vrai que c'est sous leur pression à eux qu'au mois de juin, j'ai lu pour la première fois Peau d'ours, et ça a été une vraie très belle lecture, une vraie belle découverte de rentrée littéraire. Alors comment présenter Peau d'ours? Alors, on est dans un petit village des Pyrénées, dans les montagnes. C'est Nina, son vrai prénom. Nina est une jeune adolescente extrêmement mal dans sa peau, mal dans sa vie, qui prend un bus tous les matins pour descendre dans la vallée pour aller au lycée. Dans le bus, elle est la risée des 2 autres adolescents qui prennent le bus avec elle. Il y a aussi Kelly dans le bus, qui est aussi une jeune lycéenne. Et Nina, elle a cette Kelly dans la peau... mais elle n'arrive pas à mettre des mots sur cette homosexualité-là, parce qu'on comprend qu'elle vit vraiment dans sa bulle, derrière les écouteurs où elle écoute de la musique, du Björk à fond. Et on va suivre l'itinéraire de Nina, que tout le monde appelle Mon Perdu. Pour sa transformation, je ne sais pas si on peut dire, c'est en même temps, c'est une émancipation aussi. Petit à petit, dans ce village dans lequel chaque année se fait ce qui s'appelle la fête de l'ours, mais ça on va en parler, parce qu'il y a un côté anthropologique, moi j'ai trouvé assez intéressant à détailler. La fête de l'ours, c'est au moment à l'arrivée du printemps, un des anciens du village se revêt une peau d'ours et fait semblant d'agresser les villageois, les villageoises, et ça représente le début, le renouveau du village. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que Mon Perdu va être désigné pour être la successeuse, merci, du vieux qui fait ça. Et le livre prend un tour tout nouveau, parce que vous avez joué la carte de la métamorphose à fond, au premier degré. Et voilà. Ouais, ça va, c'est très bien. Bon, oui, c'est à peu près ça que j'avais. C'était, ouais, peut-être ça la première question, c'était le projet de l'écriture, c'était c'était focalisé sur Mon Perdu, sur Nina, et de comment une adolescente de 16 ans est là dans un monde qu'elle ressent de façon totalement hostile. Pas du tout. Déjà, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là. Merci à vous d'être venu. Le projet, au début, en fait, Mon Perdu est né d'un roman avorté que j'avais commencé à écrire quelques mois plus tôt, et ça tournait sur des personnages qui sont encore dans le roman, c'est les 2 Jeanne. Et je commençais à écrire le roman sur les 2 Jeanne, et le titre c'était Les 2 Jeanne. Parce que elle me plaisait bien. Bon, ça se passait dans les montagnes, c'était un village refuge pour femmes, et les 2 Jeanne accueillaient des femmes. Et au final, leur rôle s'est modifié, s'est réduit. Elles sont pas très accueillantes.
Pas très accueillante, oui, mais moi je les aime beaucoup parce que j'ai projeté plein de choses sur elles. Évidemment, ça transparaît plus trop parce que moi j'ai une sorte d'autres textes en tête quand je parle de Jeanne. Donc, mais j'espère qu'il y a des choses qui ne sont pas dites mais qu'on peut comprendre. Et oui, Mon Perdu est arrivé après parce que je voulais insérer dans un village hyper archaïque, patriarcal, où il y a des femmes mais pas trop, et les femmes sont souvent dans les maisons et on voit que des vieux gars. Je voulais insérer une fille hors norme qui fasse tout péter. Oui. Et elle est hors norme, Mon Perdu, de toutes les façons possibles, mais avant tout c'est son corps, quoi. Elle est obèse, et moi je voulais qu'elle soit obèse. Je voulais qu'elle soit obèse. Alors pourquoi ? C'était tout de suite j'ai eu cette idée-là. Je pense que c'était aussi une façon de marquer mon personnage. On a très peu de personnages très gros. Il y en a chez Emmanuelle Bayamaktam. Et j'ai discuté avec elle au festival Oh les Beaux Jours à Marseille, et elle me disait qu'elle aussi, elle adorait avoir des personnages obèses. Elle les aimait dans cette forme-là, parce que du coup, ça va prendre de la place, ça nous occupe l'esprit. Et c'était surtout une façon de montrer que elle n'accepterait pas de rentrer dans la case. Elle n'accepterait pas le rôle qu'on lui donne. Elle sera toujours en train de gêner. Elle sera toujours vue d'une façon. Elle sera toujours vue. Voilà, c'est ça. Elle pourra pas se cacher parce que tout le monde la poursuivra depuis qu'elle est toute petite, parce qu'elle est physiquement différente. Mais en fait, son physique n'est que le symbole de la différence de son être, en fait. Oui, avec. Ce qu'il faut préciser, c'est que le livre se déroule dans le point de vue et dans c'est Mon Perdu qui parle la plupart du temps, parce qu'il y a des décrochages avec d'autres personnages. Pour l'instant, on va mettre des guillemets, on en parlera un peu plus tard, mais c'est Mon Perdu qui parle, et ça, c'est un des gros enjeux du livre, et moi, je trouve que c'est une des vraies réussites aussi, c'est d'arriver, d'avoir trouvé une voie adéquate d'une adolescente de 16 ans sans que ça fasse trop langage genre. Mais en même temps, c'est ça quand même. Voilà, il y a un vrai travail de langue qui... peut-être... J'aimerais que vous nous parliez aussi de ce travail de langue-là, et qui correspond je trouve, à la difficulté et à la réussite du livre, c'est qui était le travail d'incarnation. À chaque fois que je commence un livre, je tâtonne pour trouver la langue. Et j'écris souvent mes livres contre le livre précédent. Et mon précédent livre, c'est Gloria Gloria, avec une langue très travaillée, très littéraire, poétique. Voilà, et il fallait une langue très littéraire pour Gloria Gloria, parce que c'était un livre qui abordait des choses qui le sont moins, c'est-à-dire la gérontophilie. C'est l'histoire d'un jeune homme d'à peine 20 ans qui adore coucher avec des vieillards, et des vieillards de 90-95. Donc pour faire passer ça, il me fallait que je sorte La Belle Plume. Mais c'est pas si difficile en fait de sortir La Belle Plume. Moi, ce qui m'a demandé beaucoup de travail, ça a été la langue de Mon Perdu. Et ça, c'était dur. Je n'ai pas voulu imiter la langue des jeunes parce que ça ne marche pas. J'ai tenté, j'ai enregistré. Par exemple, je me suis dit, tiens, si je transcris. Donc j'ai enregistré des personnes qui parlent avec un langage très jeune. Des ados ou des jeunes adultes. Et quand on retranscrit, ça ne marche pas. Donc il fallait faire tout un travail de recréation, de dosage, mais parce que cette langue quand même m'intéressait énormément, et je voulais à tout prix réussir à donner cette idée-là, parce que c'est une langue avec plein de ruptures, une langue hyper intense où on ne peut pas s'ennuyer, il n'y a pas une demi-proposition en trop. C'est un livre qui, avec cette langue-là, ça permet d'avoir un livre qui va très vite.
Et ce n'est pas non plus un livre, une langue qui se veut réaliste de la façon dont parlent les jeunes. Les jeunes parlent de toutes les façons possibles. C'est une évocation d'un certain type de jeunes. Moi, je suis prof, mes élèves parlent pas du tout comme ça, mais je les ai quand même fait écrire beaucoup en leur demandant d'utiliser la langue de la récré pour me donner tout un tas de mots. Donc j'ai eu des centaines de pages, j'ai fait des petits dictionnaires, etc. de mes élèves. J'ai beaucoup fait parler ma belle-sœur. Donc mes élèves ont 12 ans, ma belle-sœur a 25. Et voilà, j'ai lu aussi beaucoup. Le roman qui mettent en scène des ados. Et après, il a fallu créer, quoi. Il a fallu créer cette langue. Mais c'est marrant parce que là, je suis en train de tenter d'écrire le prochain et je tâtonne. J'arrive pas à trouver encore le rythme, le type de phrase. Donc, je m'inspire d'autres écrivains, je lis. Et c'est pas facile. À partir du moment où on a la bonne tonalité, le bon rythme, c'est parti. Mais là, c'est pas encore parti. J'avais noté là, c'était des impératifs, il me semblait, c'était qu'il fallait que ça sonne vrai. Et je crois que en fait, c'est là que va résider la véracité du personnage, quoi. C'est parce que les premières pages, moi qui suis un lecteur homme de 50 ans, comme je prends la première page qui me violente, alors on pourra pas. J'avais demandé à Grégory s'il acceptait de lire un peu. Oui, il veut bien accepter de lire, mais le début qui n'est pas dit par par mon perdu. Voilà. En fait, mon perdu, il faudrait quelqu'un qui a un débit et une voix qui correspond à mon perdu. Moi, ma voix, mon débit et ma tête correspondent pas du tout à ce que je veux pour incarner mon perdu. Par contre, le roman n'est pas écrit qu'avec la voix de mon perdu, il est aussi écrit avec la voix de la nature et des rochers, de la rivière, des éboulis, de tout type d'oiseaux et de la montagne. Et la montagne a un rôle hyper important parce qu'elle va parler. Et c'était indispensable, je l'avais comme... j'avais ces deux voix très distincte dès le début parce que seulement la voix d'ado, pour moi, c'était pas possible. Il fallait que le roman soit accoudé ou tenu ou mis en équilibre contre une voix lyrique, la voix lyrique des montagnes. Et ça, oui, je pourrais le lire. Ouais, allez, on passe. Donc ça correspond vraiment au tout début du roman. Et pour vous. Pour vous expliquer un peu comment moi j'ai pensé cette voix des montagnes, moi j'adore Sophocle et je voulais aussi situer ce roman de la modernité ado dans quelque chose de beaucoup plus vaste, c'est-à-dire les tragédies grecques. Et dans les tragédies grecques, ce que j'aime beaucoup, c'est le chœur. Le chœur qui, dès le début, annonce la fin. Et dès le début, en fait, guide le lecteur, guide le spectateur, sait tout, sait d'où vient le personnage, sait où il va. Et ça, je trouve que ça m'impressionne toujours, moi, quand je lis des pièces des tragédies, en fait. Quand il y a ce destin, le fatum qui s'enclenche, en fait. Et il y a un côté 24 heures chrono. On sent que, allez, acte 1, scène 1, clac, 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 il y a les premiers engrenages et on ne pourra pas arrêter la machine qui va écraser tout le monde. Et les montagnes sont plus douces, évidemment, il n'y a pas cette idée de violence dès le début, bien que si. On ne la sent pas, cette violence. Mais voilà, il y avait quand même cette idée-là. La voix des montagnes. Nous avons poussé sur le grand corps nu de la terre, et n'avons cessé de parler depuis. Peut-être même parlions-nous avant notre naissance, lorsque nous n'étions que de petites billes de terre enfermées dans des poches sous l'océan. Notre voix résonne partout où nous sommes, depuis le fond de nos ravins jusque sur nos cimes, emportée dans le bec des chocards, glissant dans le cours des torrents. Il suffit de tendre l'oreille.
Certains d'entre vous nous entendent. Notre voix est comme l'eau du printemps qui sourd de la terre. Elle vient du fond des roches. Nous avons vu des humains s'allonger sur des lits de lichen pour mieux nous écouter. Ils savent que nous sommes couvertes de millions de bouches qui parlent à travers les bruyères, les bouquetins et les nids de faucons. Toutefois, il arrive que durant des siècles entiers, pas un d'entre vous ne soit capable d'écouter. Le vent chasse alors notre voix au-delà des nuages, où elle se perd à jamais. Par bonheur, s'achève enfin l'une de ces ères maudites, car quelque chose vient de changer. Parmi vous est né un être qui entend et par-dessus tout répond. C'est une joie fabuleuse. Jamais cela ne s'était produit depuis que nous sommes sortis de nos gangs sous-marines. Nous dialoguons si bien, nos voix forment une si belle harmonie que nous pensons qu'elle aussi est une montagne vouée à grandir, comme nous jusqu'au ciel. Pour l'heure, elle est encore de taille humaine et nous l'appelons petite sœur. Merci beaucoup. Moi, je trouve ça très intéressant, le fait de faire changer de travailler les narrateurs différents. Et d'autant plus quand les narrateurs ne sont plus forcément des humains. C'est quelque chose c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans la littérature. On le voit. On en parlait il y a avant de commencer. Moi, j'ai été très marqué chez Olga Tokarczuk. Elle arrive à faire parler comme ça il y a une jeune autrice qu'on a reçue à la librairie catalane qui s'appelle Irene Sola, qui fait ça aussi et qui le fait merveilleusement bien. C'est l'une de mes références, ouais. Irene Sola, c'est Je chante et la montagne danse. Ouais. Le deuxième m'a moins inspiré, mais le premier choque parce que c'est les montagnes, c'est hyper fort. J'ai même du mal à en parler. À un moment, elle dit que les maisons, la maison d'un de ses personnages, c'est une dent. Je crois que je l'ai repris carrément. J'ai volé l'idée. Personne m'a accusé, donc je suis très content. Mais il y avait alors, moi, mon rapport à la montagne est très spécial. C'est que j'ai plutôt découvert les montagnes en lisant. Et j'adore les montagnes en littérature. Donc Irene Sola et tout un tas d'autres, Cognetti. Je lis énormément de romans qui se passent dans les montagnes. Mais pour y aller, j'y suis allé parce que j'ai une copine qui a quitté Paris et qui vit maintenant à Seix, dans les Pyrénées. Elle a une maison là-bas. À côté de Saint-Giron. Oui, voilà. Donc j'ai découvert tout ce coin. J'avais commencé à écrire Mon perdu. Avec elle au téléphone, j'étais toujours pas allé en Ariège, elle me parlait, elle mettait énormément de photos sur Instagram et elle vivait une sorte de transcendance, elle qui était hyper parisienne, sortait en boîte de nuit, mini-jupe, à bruncher et à se réveiller à 14h. Elle est devenue une montagnarde en chaussures de marche, des tresses dans les cheveux pour plus les laver pendant 2 semaines et elle est, je ne sais pas si vous connaissez le coin de Seix. Bon, c'est une population différente, hein, j'ai bien compris. Ça m'a fasciné et j'y suis allé après. C'était pas dans l'objectif de voir si ma description des montagnes et les promenades de Mon perdu dans la montagne étaient réalistes. Ça m'aurait amusé que ça ne le soit pas du tout et que je me dise, oh là, je suis complètement à côté de la plaque, mais j'aurais pas modifié mon texte pour autant parce que je suis dans... en tout cas, c'est pas que j'aime pas, je ne suis pas dans de la littérature réaliste, documentaire, etc. Mais j'étais pas très loin au final. Mais je suis pas du tout à l'aise en montagne. Mais du tout. À chaque ascension de mont, bizarrement, au fond de moi, j'attendais de voir la mer. Ah oui. Et il n'y a jamais la mer. Jamais. Si, il faut aller beaucoup plus... Enfin, oui, il faut aller dans... Mais il y avait un effet déceptif énorme. C'est tout ça pour voir une autre montagne, en fait. Donc, je ne suis pas du tout montagnard. Voilà, je suis plus les rivages. Oui, le floc, oui, c'est plus la Bretagne.
Oui, mes parents et moi je suis normand, donc c'est la plage m'inspire, j'y écris, j'ai pas écrit une ligne en Ariège. Oui. Mais c'est drôle comme quoi la nature peut être inspirante, mais une nature déformée à travers le prisme des romans des autres. Et je sais que j'ai fait beaucoup de rêves qui se passent en montagne. Mais moi, corporellement, non. Mais ça, c'est pas grave. Moi, je connais quelqu'un qui a écrit un très beau livre qui se passe au Kyrgyzstan et il n'y a pas mis les pieds. Donc, c'est pas. Mais non, mais par contre, sur quoi je voudrais insister et vous faire réagir, c'est sur toujours dans ce travail d'incarnation de Mon Perdu, c'est ce rapport exacerbé aux sens qui sont tout le temps extrêmement en alerte, puisque comme c'est une jeune femme qui est en plein bouleversement. Alors ça aussi, on peut, si on est sur le versant réaliste, on va dire que c'est parce qu'elle est adolescente qu'elle est dans les pleins bouleversements. Alors quand on est dans la métaphore et dans la métamorphose, elle se bouleverse d'une bien autre manière. Mais néanmoins, ce travail comme ça de bouleversement des sens et cette impression qu'on a à chaque page qu'elle ne perçoit pas le monde, que le monde il est beaucoup plus, enfin il est d'une autre opacité pour elle que pour les autres villageois. Bien savoir comment vous avez travaillé ça. Et puisqu'en plus ça n'a pas été écrit en Ariège. Oui, mais alors ça c'est l'intensité de l'adolescence. Oui. Et je suis toujours fasciné par les adolescents qui à 9h15 pleurent, mais comme si leur vie était finie, et à 9h30 ils éclatent de rire et c'est le plus beau moment de leur vie a priori, une sorte de maniaco-dépression mais perpétuelle. Ils vivent sur des sommets et des gouffres en permanence et ça je pense que personnellement ça m'a manqué quand j'étais ado parce que j'étais très j'ai mis là mais en fait je le plaçais à une ligne très basse sans haut. Et j'avais une discussion avec une copine, on buvait un verre, et à côté il y avait un groupe d'ados qui ne disaient rien de drôle, mais rien, il n'y avait rien qui se passait dans leur conversation, mais qui étaient rouges parce que c'était des fous rires permanents, et rouges, à transpirer, à pleurer, et clairement c'est le propre de l'adolescence. Moi j'ai pas vécu ça. Et je pense que je suis très admiratif de ces états où on peut se mettre. Alors Mon Perdu, elle vit sa vie d'adolescence sur le mode de l'avalanche, c'est-à-dire que la moindre contrariété, le moindre événement qui se passe, elle s'effondre. Et elle s'effondre très bas, et elle s'effondre en faisant beaucoup de bruit, elle s'effondre dans son lit, dans ses canettes de Red Bull, parce qu'elle boit beaucoup de Red Bull. Mais elle est capable très vite de se remettre en selle grâce à la montagne. Mon Perdu, c'est à la fois une adolescente, mais à la fois un morceau de nature, un morceau de roche ou un morceau d'animal qui court dans les montagnes parce que elle est capable de façon très simple. Et c'est parce que là je fais une tournée des facs parce qu'il y a le prix des étudiants, qui étonne beaucoup des étudiants, c'est que Mon Perdu, il y a quelques pages où elle se... Alors, c'est des étudiants qui disent que c'est des pages sexuelles. Et quand ils m'ont dit « Ah oui, les pages sexuelles », parce que la nouvelle génération est quand même très, très... comment dire à cheval sur ces thèmes-là. En tout cas, se sentent très vite mal à l'aise face à quand on aborde le corps, en fait. Et quand il y avait une étudiante qui me disait « Oui, alors moi, les pages sexuelles m'ont dérangé. » Mais elle parle de quel roman Dans Peau d'ours, il n'y a pas de page sexuelle. Et en fait, pour moi, c'est tellement innocent que je n'imaginais pas ça comme de la sexualité. Mon Perdu se promène, c'est le printemps, elle sent la montagne en rut. Elle voit 2 vipères entortillées qui font l'amour, elle voit des nuages de pollen s'élever dans les airs, elle entend les oiseaux, son corps est totalement en osmose, elle met les écouteurs, elle écoute Björk, elle trouve une prairie très ensoleillée et elle va se toucher, mais de façon hyper enfantine presque, comme un petit enfant peut se frotter. Et
Moi, je trouvais ces passages très très beaux, presque les plus beaux passages que du roman, parce que c'est des passages joyeux, jouissifs, où le corps est mis en avant sans part d'ombre. C'est un éloge du corps libre. Vraiment, Mon Perdu nous montre comment être libre avec son corps. Et alors qu'elle a quand même un corps très spécial. Elle est extrêmement empêchée. Les autres l'empêchent. Elle, son corps, elle fait les ascensions. Hein. Oui, mais elle apprend ça au cours du roman. Parce qu'au début, quand elle est dans le bus, quand elle est dans ses vêtements de ville, on voit bien qu'elle est... que ça l'empêche, que ça lui abîme le corps. Mais parce que Mon Perdu, le roman commence à la page 10, elle ne peut plus aller au lycée, le lycée qui se trouve en bas de la vallée, parce qu'elle ne passe plus les portes du minibus. Mais le minibus, c'est pas pour Mon Perdu. Mon Perdu, elle est pas faite pour. Donc elle ne se dit pas elle se dit mon corps est bien trop gros parce que elle a les marques des portes sur les hanches. Les vêtements, pareil, c'est pas des vêtements pour elle, c'est la vie d'une autre. Elle vit la vie d'une autre au début. Mais ces pages de jouissance, moi, elles me plaisaient beaucoup. Mais des ados ou des jeunes de 20 ans, je pense qu'on n'a pas la même, c'est certain, évidemment, on n'a pas la même vision de la sexualité. Et j'ai compris pourquoi en réfléchissant après. Ce sont des jeunes qui sont nés avec Internet et la pornographie. Donc à 8-12 ans, découvrent les premières images sexuelles, mais c'est des images pornographiques, donc évidemment qui perturbent, et je pense que c'est ça, ils associent la sexualité à quelque chose d'interdit, de mal, de répréhensible, voilà. Alors que moi, pas du tout. Et de violent aussi. Et de violent, voilà. Et moi, il n'y avait pas Internet quand j'étais ado, donc la question est réglée, et je pense que là, il y a ça explique pourquoi on parle de pages sexuelles, alors que pour moi, c'est des pages enfantines. Comme Martine, les passages des albums de Martine, on voit la culotte de Martine en permanence. Moi, je lisais Martine juste pour voir sa culotte. Alors, enfantin. Oui, c'est... Alors venons-en, là, si vous voulez bien, à l'aspect métamorphose, parce que ça, c'est aussi quelque chose, quand je parle de ce roman aux lecteurs qui viennent dans la librairie, je leur mets le doigt sur ça, sur ce côté très réussi de la métamorphose. Ça veut toujours dire quelque chose. Il y a il y a une histoire en littérature des métamorphoses. Alors on va remonter très loin, mais plus près de nous, il y a Kafka. Encore plus près de nous, il y avait le livre de Marie Darrieussecq, Truisme, qui concerne une jeune femme aujourd'hui. Alors, et je trouve que c'est très révélateur de l'époque dans laquelle on vit, et que le fait que vous preniez la métamorphose comme là aussi, que vous y alliez complètement dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère, on comprend assez vite que Mon Perdu, elle va se transformer en ours, parce que le village veut qu'elle se transforme en ours, et c'est ce qu'on lui renvoie, et elle va devenir un ours, et elle va s'accomplir comme ça. Et voilà, comment vous avez travaillé le fait que la métamorphose était un révélateur aussi d'une société, que ça arrivait dans une société, et je trouve que c'est parce que c'est pour vous faire parler aussi du rapport que Mon Perdu peut avoir avec son téléphone portable, avec le monde dans sa modernité. Alors, vous avez dit que le village veut qu'elle devienne un ours au bout d'un moment. Et ça m'intéressait beaucoup. C'est qu'au début, elle se transforme petit à petit, mais de façon un peu pas très visible. Elle reste encore humaine, mais on sent que c'est le monstre. On rejette le monstre. Et toute société humaine va rejeter la personne monstrueuse, différente, parce que physiquement, mentalement, dans les mœurs, etc., elle va être ostracisée par tout le monde. Jusqu'à ce moment du roman où, dans ce village de la fête de l'ours, dans ce village où il y a la fête de l'ours, je pense que vous connaissez la fête de l'ours, non ? Mais alors la fête de l'ours, dans toutes les autres librairies, j'explique, je me suis dit ici, mais parce qu'en fait dans les Pyrénées,
il y a encore 3 villages qui font la fête de l'ours. Moi, j'ai découvert la fête de l'ours avec le livre de photos de Charles Frégé. Et il y a 3 pages magnifiques où on voit un homme dans une peau d'ours. C'est un jeune homme. Je l'ai rencontré, Charles Frégé, il adore ce genre de fêtes, festivités très très anciennes. Il dit que ça vient de la Renaissance, mais ça vient du Moyen-Âge. Et même à Rome, il y a ces fameuses fêtes où on revêt des peaux d'ours. Donc en fait, c'est en nous, quoi. On a besoin, à la fin de l'hiver, début du printemps, un homme s'habille d'une peau d'ours, monte en haut d'une montagne, s'isole un peu et va descendre dans le village où l'attendent des bergers munis de bâtons et de fusils pour le tuer. Tout ça, c'est une cérémonie. Tout le monde joue son rôle de façon très répétitive. Mais avant de tuer l'ours et de le dépecer, l'ours va se jeter sur des femmes du village. Il y a quelques vidéos. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est dommage, il y aurait dû avoir un grand documentaire autour de ça parce que les images que j'ai vues sont hyper fascinantes. C'est d'une beauté incroyable, mais c'est sordide et c'est très violent et ça révèle tout en fait de notre monde. Donc et on peut comprendre. Aujourd'hui, ça paraît totalement décalé, même s'il y a une résurgence. Ils sont de plus en plus fiers dans ce village. Il y a de plus en plus de touristes et que ça soit dans le nord de l'Écosse, en Pologne, il y en a de plus en plus. Ça montre quoi? Ça montre la domination de l'homme sur la nature. Parce que, évidemment, il y a quelques siècles, ces villageois dans un village d'altitude sont très contents d'avoir survécu, d'avoir traversé l'hiver et la menace des animaux. Et c'est aussi la domination des hommes sur les femmes. Et je voulais, cette jeune fille qui vient tout faire péter. Alors, dans mon roman, l'homme qui joue l'ours, vieux René, meurt. Et le problème, c'est que il n'y a pas d'autre homme au village qui est capable d'avoir cette carrure, stature de l'ours, parce que c'est quelque chose, quoi. Et on se rend compte qu'aucun homme ne correspond aux critères, à part, et tout d'un coup, le regard change, la fille qui est en train de se métamorphoser, le monstre. Celle qu'on rejetait, tout d'un coup, clac, et c'est comme un jeu de puzzle. Et vous savez, quand on met la dernière pièce à un puzzle, ça fait clac. Et il y a une sorte de frisson, de jouissance. On sent que tout le monde là-dedans, même les anciens camarades de Mon Perdu, sont heureux de lui avoir trouvé la place. Comme quoi, dans une société, tout le monde doit trouver sa place. Et on impose la place à quelqu'un. Et Mon Perdu, elle, qui refuse qu'on lui assigne une place, mais presque par principe, et c'est ça que j'aime bien. Parce qu'au début du roman, on lui dit « t'es une fille », elle dit non. Après, on lui dit « t'es un ours », alors qu'elle sent que... Et elle dit non, mais presque par principe. Vieux René l'appelle garçon. Ouais, Vieux René, c'est le gars qui fait l'ours, la genre au masculin, et ça lui plaît bien, elle rectifie pas, mais elle réclame pas aux autres qu'on l'appelle... garçon non plus. Et j'ai mis en exergue Preciado dans le livre. C'est « Je suis la multiplicité du cosmos ». Je trouve que c'est une phrase magnifique. Je suis la multiplicité du cosmos. C'est dans Un appartement sur Uranus. C'est des recueils de chroniques qu'il a donné à Libération, où entre autres, il parle de son voyage, transformation. Il parle même de mutation. De sa mutation de femme à homme trans. Et moi, je vois le parcours de Mon Perdu presque comme une allégorie de ce voyage. La citation plus large, c'est « Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je ne suis pas hétérosexuel, je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas bisexuel. Je suis un dissident du système sexe-genre, je suis la multiplicité du cosmos. » Et là pour moi, il y avait le personnage de l'an 3000, de l'an 4000, oui. C'est le personnage du futur. Et cette citation que j'avais notée il y a bien longtemps, quand le livre est sorti, ça m'avait fasciné. Je me suis dit, mais il faudrait qu'on tende tous vers ça. Par exemple, je trouve ça hallucinant qu'en 2025, on veut commander une lampe si on veut commander une lampe sur le site de la Redoute. Ça ne passe pas si on n'a pas coché monsieur, monsieur, monseigneur ou madame, domina en latin, la maîtresse de maison.
celle qui domine. Bon, c'est d'un archaïsme hallucinant. Suis-je une domina ou suis-je un seigneur ? Peu importe pour une lampe. J'ai pas acheté une petite culotte. Il n'y a pas besoin de me genrer. Et on est encore là-dedans, et les enfants sont encore là-dedans, et pour ça que Mon Perdu, je trouve qu'elle est hyper nécessaire pour balayer cette dualité qui a plus de sens du tout. Et cette mutation, cette métamorphose, moi je m'inspirais beaucoup de ce que disait Preciado. Il explique que le monde est en mutation, qu'on est tous en mutation à travers nos corps. Alors c'est une pensée complexe, hein, la pensée de Preciado, et je ne vais pas m'amuser à mal la retranscrire là. Mais tout ce qu'il dit m'intéresse, je ne souscris pas forcément à tout, il y a des choses qui me dépassent, des choses qui peuvent me faire peur, mais cette idée que à travers nos corps, toute la société d'aujourd'hui et de demain est en train de muter, moi ça m'intéresse. Alors je rajouterais en plus de Preciado, dans la pile de livres à lire, je rajouterais Donna Haraway qui parle de ça aussi, avec Vivre avec le trouble, et où moi le livre m'a aussi beaucoup plu parce que il m'a ramené à ce que dit Donna Haraway. On parlait à Céline Minard, mais Olga Tokarczuk, enfin voilà, tout ça. Je veux dire, le livre rentre aussi dans une galaxie de préoccupations aujourd'hui. C'est pour ça que ça me plaisait qu'on insiste sur le côté qu'est-ce que la métamorphose dit de la société, et vous l'avez, je trouve, très bien déployé. C'est une métamorphose sur le genre pour moi. C'est le genre qui m'intéressait. Alors évidemment, je le dis jamais vraiment parce que j'ai envie que ça dépasse ces choses-là. Et moi, je voulais aussi que Mon Perdu soit un... Alors évidemment, j'ai donné le bâton pour me faire battre parce que j'ai appelé le roman Peau d'ours, donc ça fait référence à Peau d'âne, à un conte. Et moi, parce que mon copain est fanatique de Catherine Deneuve, et c'est lui qui a trouvé le titre. Titre qui a été remis en question plus d'une fois, parce qu'il y a un recueil de Henri Calais qui s'appelle Peau d'ours, mais sans le E. Et donc on m'avait validé Peau d'ours sans problème, jusqu'à ce que mon éditrice me dise « Ah là là, Gallimard, ils vont peut-être pas vouloir. » Non, je dis « Oh, on s'en fout. Henri Calais. C'est même pas un roman. » Donc j'ai insisté, elle m'a dit « Ah, écoute, on trouve autre chose. » J'avais trouvé autre chose, et c'était Mon Perdu. Elle s'appelle Mon Perdu. Et ensuite, et surtout que moi je milite, et il faut que je fasse un parti politique autour de ça, je milite pour que le personnage soit beaucoup plus mis en avant. Par exemple, il n'y a pas de nom de rue qui porte le nom d'un personnage. Il devrait y avoir des noms de rue. On vit avec les personnages, beaucoup plus avec des personnages, en tout cas dans mon cas, mais je pense que je ne suis pas le seul. Moi, je vis plus avec des personnages qu'avec des êtres humains vivants, réels. Le personnage, on les a toujours en tête, puisqu'ils... Bon, voilà. Et je voulais que mon roman porte le nom du personnage. Moi, j'ai Anna Karénine, génial, clac. Madame Bovary, clac. Et je trouve que les écrivains d'aujourd'hui inventent de moins en moins de personnages. C'est de plus en plus eux. Ou des doubles, ou des alters, ou des machins. Moi, je ne trouve plus de personnages hyper forts. Et le problème, alors on me l'a validé, et mon éditrice m'a appelé à 23h un soir, la veille mais on était tard, hein, c'était le mois d'avril. Elle me dit « Catastrophe, demain il y a la réunion où je présente à tous les gens du Seuil ton roman Mon Perdu. » Et elle me dit « Je viens de taper Mon Perdu dans la base de données du Seuil, on a publié un livre qui s'appelait Mon Perdu, en cadre rouge, il y a 5 ans. » Personne ne s'en souvenait, donc patatras. Donc là, elle m'a dit « T'as 2 semaines pour trouver autre chose. » J'ai trouvé les pires titres du monde, des trucs hallucinants. Je suis même arrivé à noter sur ma liste « Crocus ». Je dis « Crocus ». Il y avait le croc, mais en même temps, Crocus, c'était la nature. Et j'ai essayé de me persuader, non, c'est un bon titre, ça va s'appeler Crocus. Ça va... Mais au fond de moi, je savais que c'était Peau d'ours. C'était Peau d'ours le titre. Et au bout d'un moment, j'ai envoyé un texto à mon éditrice, j'ai dit j'en ai ras-le-bol, c'est Peau d'ours ou rien, et fuck Henri Calais. Et c'est Peau d'ours. Mais avec un E.
Je reviens juste sur l'ours, il y a quand même aussi une ambiguïté où la modernité a voulu faire de l'ours, a voulu balayer la sauvagerie de l'ours, hein, puisqu'on est devenu le petit ourson, le compagnon des enfants qu'on met dans le lit, hein, on met une figure de l'ours. Et oui, c'est Pastoureau qui parle de ça, hein, et c'est vrai que là aussi, encore une fois, image de notre époque, parce que il se trouve qu'il y a d'autres romans de ces quelques dernières années qui prennent la figure de l'ours. Il y avait un très beau livre de Chloé Cormand, le livre de Clara Arnaud il y a 2 ou 3 ans aussi, qui s'empare de cette figure de l'ours pour lui redonner. Joyce, oui, non, Chloé, c'est Joyce, oui, pour lui redonner vraiment sa sauvagerie. Et alors, pour continuer dans l'exploration de la métamorphose, moi j'ai aimé le lire aussi comme un regard sur la sauvagerie du monde moderne, parce que dans ce village, on comprend que c'est aussi un village qui va pas très bien, où il y a un fort taux de chômage. Les parents de mon perdu, ils sont au chômage. Il y a un moment où vous dites au début que le père, il crame la carte bleue sur Internet. Voilà, il y a aussi un état il y a un regard sur la société qui est la nôtre aujourd'hui. Il y a ce regard sur les téléphones, parce que mon perdu, elle a ça. Puis bon, il se trouve que il va lui arriver une histoire aussi avec les réseaux sociaux. Enfin voilà, ça j'aimerais bien que vous entendre aussi sur cet aspect-là. Alors moi je voulais, et c'était vraiment dans ma liste de mes idées au départ, je pense sur la première page de mon petit cahier, je voulais un personnage hyper contemporain, c'est-à-dire avec cette langue, ce téléphone portable, Instagram, je voulais à tout prix Instagram, dans un monde qu'on pourrait situer au XVIIIe siècle, XIXe siècle, parce que c'est un peu aussi mon ressenti quand moi j'ai grandi dans un tout petit village. J'avais l'impression que tout le monde autour de moi vivait au XVIIIe siècle, moi y compris. Et quand j'allumais la télé, parce qu'on n'avait pas de téléphone, je voyais des images de Paris ou des grandes villes et je me disais « Oh, mais ils sont dans le futur !» Comme nous, on peut voir, je sais pas, Séoul ou un décalage, pas géographique, mais un décalage temporel. Et la première fois que je suis arrivé à Paris, j'ai eu l'impression de changer de siècle. Mais vraiment, c'était, alors que c'était pas loin, mais c'était vraiment un voyage dans le temps. Et je pense que la grande différence, les jeunes aujourd'hui, ils sont pas, c'est pas la géographie qui les sépare les uns des autres, parce qu'ils sont tous reliés par Instagram ou TikTok, et par une langue, et par des images qu'ils côtoient. Et je me dis, ça doit être hyper violent quand ils sont dans des tout petits villages reclus où la société n'a pas du tout avancé. Et moi, je voulais traiter ça, et je sais plus après. Mais parce que mon perdu, on a l'impression au début qu'elle sait pas elle-même qu'elle est lesbienne. À la fin, quand elle, il y a un moment où elle pense qu'elle va partir à Paris, et là elle se dit ah ouais, mais c'est super à Paris, je verrai plein d'autres filles qui sont lesbiennes comme moi. On a l'impression que voilà, il y a une espèce de travail sur l'opacité du monde, et pourtant elle est ultra connectée. Oui, alors le mot lesbienne apparaît. J'ai voulu qu'il apparaisse le moins possible parce que mon perdu, elle est au-delà. Ouais. Elle est au-delà. Et bon, évidemment, elle va utiliser le mot des autres parce qu'elle n'a pas réfléchi, elle a 16 ans, elle comprend bien qu'elle est a priori une fille et qu'elle est a priori attirée par les filles, donc elle va dire lesbienne, mais elle est complètement au-delà, quoi. Et je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, etc. Et mais et c'est aussi ce qui, pour tous les queers du monde entier, on est obligé au bout d'un moment d'utiliser des mots qui fonctionnent pas, mais parce que par solution de rapidité, parce qu'il n'y en a pas d'autres, et parce que mon perdu, elle est très comme une truite, c'est-à-dire hop, on la prend, elle s'échappe, elle glisse, elle a beau être grosse comme une montagne, elle porte le nom d'une montagne, en réalité elle est hyper fluide, et ça me plaisait, cette fluidité, parce que je trouve qu'on a une obsession de l'identité aujourd'hui, et surtout chez les jeunes qui veulent à tout prix être définis. Quelle est mon identité? À la recherche de son identité, la définition de son identité.
hyper lourd. Alors chez les jeunes, ça va être quelle est mon identité de genre, de sexe. Chez les plus âgés, quelle est mon identité familiale. Et allez, je vais faire tous les arbres généalogiques de ma famille et je vais en faire un livre. Et je trouve que c'est assez malsain. Moi, quand j'étais petit, à chaque fois qu'on me disait tu es avec le verbe être, et même encore maintenant, mais je le dis pas, mais je disais tout le temps non. Je ne suis pas. Peu importe l'adjectif après. Je n'aimais pas qu'on me définisse. Et mon perdu, c'est pour ça qu'elle est un peu mon modèle et elle est un peu la personne que j'aimerais être quand je serai grand. C'est-à-dire qu'elle elle s'en fiche, elle ne se définit pas, elle n'est pas dans l'obsession de sa définition. Et les lectures, quand même, c'est très, très intéressant de mes rencontres avec les étudiants parce que j'ai rarement l'occasion de les rencontrer. J'ai même fait des rencontres avec des plus jeunes, donc des lycéens qui avaient travaillé le livre. Et c'est hyper intéressant parce que je me rends compte que j'ai 250 ans à côté d'eux. Oui. Ils sont dans un autre monde. Ils ne voient mon père, certains, pas tous, hein, mais ceux qui parlent très fort, me disent qu'ils ne voient mon perdu que comme une lesbienne. Et donc comme une représentation des lesbiennes. Et bon, d'accord, mais pas que. Obsédé par cette identité de mon perdu en tant que femme lesbienne. Oui, mon perdu est une femme lesbienne. Non, je suis désolé, mon perdu, c'est pas une femme lesbienne. Mon perdu, alors il faut continuer la phrase, il faut me dire tout. Et on s'arrête plus parce que mon perdu, elle est tout. Et ouais, il y a cette obsession de l'identité, moi, qui me gêne en ce moment. Alors, il y a un moment dans le roman où elle relate... Ah oui, parce que avant... dans la manière dont elle... dans les mots qu'elle... dans son monologue, je ne sais pas si on peut dire monologue, en fait, mais bon, elle s'adresse à quelqu'un. Elle s'adresse à une meuf. Alors ça, alors est-ce qu'on le met sur le compte du tic de langage ou vous l'avez construit comme où il y avait vraiment une altérité, c'est-à-dire qu'elle parle quand même à quelqu'un? Elle est enfermée, donc elle trouve toutes les possibilités pour se désenfermer. Et donc elle trouve cette possibilité de parler, d'avoir un support. Donc c'est pas un journal intime. C'est pas non plus une amie imaginaire à qui elle parle, parce qu'à 16 ans on n'a plus d'amis imaginaires. C'est un entre-deux. Et je me suis inspiré de Laura Vasquez dans le livre Du large et du long qui dit mes gros, mes gros ou mes grosses, mes gros. Quand j'ai lu ça, je trouvais ça tellement bien. Et je le fais apprendre à mes élèves des passages, mes gros, ils le récitent, ils mettent une casquette, ils passent les uns après les autres, mes gros. Et je trouve que ça sonne, c'est génial. J'avais l'impression de faire partie de la bande de Laura Vasquez. Et je m'étais dit, pourquoi elle dit mes gros? Elle aurait juste dû dire mes grosses. Et on se serait tous inclus sans problème. Et donc mon perdu n'allait pas s'adresser comme Laura Vasquez à tous ses lecteurs. Elle n'a pas de lecteur, mon perdu, donc elle s'adresse à une sorte de support, donc c'est meuf. Ça vient du fait aussi que le mot meuf, je suis très intéressé par l'évolution. Quand la première fois que j'ai entendu le mot meuf, c'était hyper péjoratif. C'était... plus du tout aujourd'hui. Ah non, ça l'est plus du tout. Les filles l'ont repris, le disent en permanence, jusqu'au point que ma belle-sœur, qui dit meuf à chaque fin de phrase, a dit meuf à sa mère. Oui, ben même ma fille, des fois, ça lui échappe à lui, mais meuf, avant de se reprendre, oui. Ah, c'est génial. et donc je me suis dit, ça va... si mon perdu dit meuf, ça va obliger les lecteurs masculins à s'entendre appeler meuf et à l'accepter et à faire ce travail de décalage qu'on fait tous, mais que tous les queers font. On est très gymnaste, hein, on est très souple, on arrive à se représenter et à se projeter dans un film hétéro. Il y a un homme, une fille qui s'embrassent, on est dedans. Et pourquoi on montre pas ça Oui, l'inverse. Comme si les hétéros pouvaient pas se projeter dans d'autres choses. Voilà. C'était cette idée de gymnastique du lecteur.
Parce qu'il y a une autre figure d'altérité qui apparaît dans le livre. C'est une histoire donc, que Montperdu va raconter, qui est l'histoire de la femme sauvage. Alors ça me pose question. Est-ce que c'est une invention pure et simple ou c'est quelque chose que vous êtes allé chercher dans des recueils d'anthropologie ou c'est les deux en fait, parce que Liège. C'est à Paris dans les livres. Hein. Il y a la librairie des Alpes derrière l'Institut de France. C'est une toute petite librairie qui s'appelle la librairie des Alpes, mais qui c'est sur toutes les montagnes possibles. Donc je farfouille, je fouine, j'ai acheté plein de livres sur la faune, la flore, des livres de photos pour m'inspirer, j'ai acheté plein de trucs, franchement. On a l'impression dans cette librairie d'être dans un tout petit village des Pyrénées. Et alors qu'on est le long de la Seine, derrière l'Institut, et j'ai trouvé un livre qui a au moins 60 ans qui s'appelle l'histoire de Madame 2, 3 petits points, vivant parmi les ours, entre la neige et les rochers. Un truc comme ça. Ça prend toute la page, le titre. Donc je lis le truc, et je suis incapable de savoir si c'est une légende ou si ça part de faits historiques. Tout est flou. Alors j'ai vérifié sur Internet, personne ne sait en fait. Mais au début du siècle, il y aurait eu des bergers qui auraient vu une femme plus ou moins nue sur les sommets. Légende ou pas? On ne sait pas. Ouais, c'est ça. Et alors, vous l'avez lu le livre, le roman? Parce que c'est extrêmement détaillé. Ça c'est assez incroyable ça. Et alors l'une des explications, c'est que il y en a plusieurs. Une aristocrate qui aurait fui l'Espagne et qui se serait réfugiée en France et qui aurait trouvé refuge dans les tanières des ours. Ou une femme mariée, mais pas au bon, mariée de force, et qui se serait échappée. Et Montperdu, en fait, elle connaît cette légende, elle se projette totalement. Elle, si moi, Montperdu, c'est mon modèle, le modèle de Montperdu, c'est la femme sauvage. Qu'elle tente, 150 ans plus tard, de retrouver, en tout cas de retrouver des traces. Elle se dit, elle est sûrement passée par ici, les rochers de la bouche du diable, elle a dû venir là. Est-ce qu'elle n'a pas laissé elle cherche presque des mots, des inscriptions pour elle. Et elle se dit, en fait, c'est moi la femme sauvage. Et cette idée de femme sauvage, moi, ça m'intéresse beaucoup, de chasse à la femme aussi, de femmes qui... Il y a un très beau tableau de deux gars qui s'appelle Scène du Moyen-Âge ou Scène médiévale. C'est plusieurs cavaliers / cavalières, on ne peut pas savoir. Ils sont tellement beaux qu'il y a une sorte de trouble, très jeunes, qui sont avec des arcs et qui visent des femmes nues dans la nature. Et les femmes se renversent avec les cheveux par terre. C'est d'une beauté hyper violente, évidemment. Et Catherine Robbe-Grillet, c'est que j'aime beaucoup, que je côtoie, la grande dominatrice sadomaso du monde, qui va encore au Japon à l'heure actuelle à 95 ans pour faire des cérémonies SM. C'est beaucoup inspiré de tableaux de femmes sauvages, de chasse à la femme, de femmes nues dans la nature. Donc elle m'a beaucoup montré de choses. J'avais cet univers de chasse de femmes recluses, ça m'intéressait beaucoup. Donc j'ai déroulé le fil. C'est ça, mais c'est quand même, donc ça part de voilà, mais c'est pas quelque chose que vous reprenez texto. On peut peut-être faire circuler un peu le micro si vous avez une intervention, une question. Il se trouve qu'on m'a offert le livre et que je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Il m'a à la fois choqué au sens positif, quoi, quelque chose de fort, de très fort. Et sur le langage, j'aurais posé la question sur comment vous avez fait pour parler, pour lui donner cette voix et cette force. Ça, c'est extraordinaire. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué, c'est le père. Alors la mère et le père, mais enfin le père. Alors pourquoi je peux me poser la question, mais le père qui tente des choses. C'est-à-dire comment les parents finalement
savent qu'ils ne peuvent rien, mais font quand même quelque chose. Enfin, le père. La mère, elle a abandonné. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Parce qu'il y a des parents quand même. Hein. Elle n'est pas seule dans la vie, quoi. Il y a des parents, mais qui sont complètement à côté de la plaque et presque... ils sont dans une tentative au début du roman ils veulent bien faire, c'est-à-dire qu'ils ont eu une petite fille, une petite Nina. Et ils veulent avoir cette petite fille, la conserver. Donc la mère fait tout avec une certaine violence pour l'habiller en fille. Elle a des œillères, elle ne voit même pas, et je pense que beaucoup de parents d'ados ne voient pas l'ado face à eux, et ils projettent la petite fille ou le petit garçon de 5 ans sur un corps de 14 ans, souvent beaucoup plus grand qu'eux. C'est les parents qui côtoient H24 leurs enfants sont totalement aveugles, ils ne voient pas l'enfant. Alors, c'est pas une image si négative, les parents sont complètement nuls à côté du truc, ils ne comprennent pas ils ne veulent pas dire le mot « mon perdu ». La mère, elle a ce réflexe physique qui fait qu'elle détourne le visage très souvent de mon perdu parce qu'elle veut pas voir sa tête. Il y a un dégoût, il y a un vrai dégoût physique pour leur fille. Et je pense que c'est des choses très... Je pense que c'est aussi une partie du roman qui se veut très réaliste. Je pense qu'il y a plein de parents, de façon inconsciente, qui peuvent ressentir ça pour leurs enfants quand ça correspond pas à ce qu'ils imaginaient. Mais tout n'est pas noir. Le père, qui a moins, je pense, de carcan, parce que c'est pas... il se projette moins, parce que c'est une fille. La mère, je pense que c'est compliqué, il y a cette idée du miroir. Le père va faire un acte, mais je le dirai pas, un acte répréhensible, mais bon, que je trouve très beau. Il va aller très loin pour l'honneur de sa fille, sans le dire. Et en fait, c'est une famille où rien n'est dit, où plus personne ne parle. Mon perdu ne parle plus devant eux, la mère ne parle plus. C'est une famille de silence total. Au début, c'est une famille où on étouffe. Puis ça devient une famille où on trouve de la cajolerie. Il y a une scène au bout d'un moment où mon perdu accepte de faire l'ours sous la pression des parents parce que eux ils se disent c'est la tradition. Tu dois faire l'ours. Comme quoi leur cerveau s'est retourné à ce moment-là. C'est vraiment le monstre qui trouve la place, comme si la mère avait oublié que c'était monstrueux. Et ça s'enlace. Il y a des gestes, ils communiquent par gestes. Et c'est pas des parents affreux. Et même à la fin, ils reviennent. Oui. Oui, mais ils sont de l'autre. Enfin, moi, j'ai compris qu'ils étaient de l'autre côté. Enfin, ils étaient de l'autre côté de l'autre partie du monde et qui est pas du tout le monde de mon perdu. C'est ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont quand même de l'autre côté. Ils restent quand même de l'autre côté. Il peut y avoir des moments d'attachement, mais ils font plus partie de la même espèce presque. Mon perdu, elle est ailleurs, elle les domine et à la fin, elle les recroise et voilà. Bonsoir, merci. Moi, j'ai une question par rapport à Björk, qui est très présente dans le livre. Tous les chapitres ont des noms d'extraits de paroles de Björk, et même dans le texte, il y a des références, enfin, pas des références, il y a le texte cité de certaines des chansons, notamment beaucoup au début et un peu à la fin. Et je me suis demandé à quel point peut-être réécouter Björk, ça a influencé ce qui allait se passer dans l'histoire ou comment ça allait être raconté en tout cas. Par exemple, à la fin, moi j'ai vraiment senti qu'il y avait une accélération parce que la chanson, ou alors c'est juste un hasard que ça s'imbriquait aussi bien dans l'histoire. Ou alors peut-être parce qu'en ayant écouté tellement Björk, tout a déjà été intégré et du coup... C'est un peu des deux en fait. Et je suis ravi que tu sois là, Florian. Florian, c'est un très grand lecteur sur Instagram et je suis suivi son aussi. Compte. Alors, t'as changé de nom sur Instagram, c'est plus le Dévorateur, si? Ah, c'est Florian. Parce que c'est tout récent alors. Il a si, mais c'est parce que vous écrivez maintenant. Des prescriptions de lecture incroyables. Dès qu'il lit un livre, c'est un bon livre. Donc lisez tout ce que lit Florian.
Et je pense que en fait, toutes tes possibilités, toutes tes idées sont bonnes et se côtoient. C'est que j'ai tellement écouté Björk que, mais en fait, je l'ai écouté quand je comprenais pas un mot d'anglais, donc j'avais cette voix hyper bizarre. Et c'est drôle parce que on m'a demandé, je sais plus quand, de qualifier la voix de Björk. Et c'est vrai que j'avais cette idée d'une sorte de grand serpent plat qui se couche comme ça. Un truc. Et je trouve que dans la chanson de Rosalia, donc il y a Rosalia qui parle, qui chante, donc ça fait un peu chanteuse d'opéra, et tout d'un coup il y a la voix de Björk qui apparaît. Et je ressens encore cette idée du serpent plat. Je sais pas pourquoi. Et après, bon, je me suis intéressé aux textes de Björk, qui sont des textes magnifiques. Tout devrait être publié chez Gallimard dans la collection blanche. Mais c'est démentiel ce qu'elle écrit. Elle écrit presque des romans. Et je pensais que en choisissant un titre, pour mes titres de chapitres, des extraits de chansons, je me suis dit, mais dans quelle galère je me lance, je vais avoir plein de chapitres, je vais jamais trouver des phrases. En 5 minutes, c'était fait. Ça résonne tellement. En fait, je pense que Björk, par ses chansons et par ses clips, a nourri mon imaginaire. Le roman coïncidait parfaitement avec cet imaginaire. Et de toute façon, n'importe quel livret, parce que j'ai encore les CD, n'importe quel livret que j'ouvrais, tout correspondait, j'avais l'embarras du choix. Et pour la scène finale, moi qui ai écrit dans un silence monastique, où si quelqu'un, 3 étages au-dessus ou en dessous, fait tomber une clé ou une pièce, j'arrête d'écrire parce que c'est plus possible. Et là, j'ai écouté avec mes écouteurs Hunter, et cette chanson que j'écoute, c'est sorti, je crois, en 99, 18, 17, je sais pas. Ouais. Maxi 99. Ouais, j'ai 10 ans, 11 ans, j'écoutais en boucle Hunter, et il y a un côté marche militaire qui me plaît bien. Dans certaines chansons de Mylène Farmer aussi, il y a cette marche militaire que j'aime bien. Et on sentait que... Alors je comprenais pas les paroles, mais on sentait que ça allait péter, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai lu avec les traductions, parce que quand on a 10 ans, on parle pas du tout, voilà. Et je dis, c'est génial, la chasseuse. Donc c'est l'histoire d'une Hunter, c'est l'histoire d'une chasseuse qui veut sauver l'humanité en chassant. Et moi, j'écris en me balançant. Il y a un côté autiste, hein, je me balance. Et là, je me suis vachement balancé pour avoir ce rythme. Et en écoutant très, 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 très fort Hunter. Et le clip est magique parce que j'avais oublié le clip. Et en revoyant le clip, Björk se transforme en ours. Et là, je me suis dit, bon, c'est... Mais parce qu'il y a quand même quelque chose... Moi aussi, je suis très amateur de Björk et depuis longtemps. Et il y a vraiment eu une évolution et presque une métamorphose dans la manière dont elle se présente sur scène. Et ce travail, justement, de faire dialoguer tous les vivants. Et voilà. C'est vraiment à l'œuvre dans sa musique. Bon, vraiment, la petite histoire, moi, quand j'ai relu le livre ce week-end, je l'ai relu en écoutant le dernier album Sfossora, qui est très organique, très avec beaucoup de bois et de flûte. Et il y a ça dans la figure de Björk. Je veux dire, c'est aussi un produit d'une métamorphose. Je trouvais que ça collait très très bien. C'est vrai que moi, Björk, je l'imagine plus comme une humaine. Pour moi, c'est une sorte de crustacé ou d'algue. Elle est très algue. Elle est très flottante comme ça. Et même, Björk, elle a disparu il y a 15 ans. Son visage a disparu il y a 15 ans. Maintenant, elle est toujours derrière des sortes de plumes ou des constructions magnifiques. Mais alors, c'est vrai qu'elle a du coup modifié son apparence, l'apparence qu'elle montre, comme si elle était devenue une créature à cheval. Entre on ne sait pas trop quoi. Moi, c'est vrai que là, c'est la première fois que je me dis ça peut être positif. C'est vrai qu'elle a créé une créature. Mais je sais qu'au fond, parce que j'avais parlé à des Islandais qui la côtoyaient de loin, c'est comme les gens à Montréal qui connaissent tous Xavier Dolan. Donc quand on est Islandais, on connaît tous un peu Björk. Et il me disait c'était comme Madonna ou les... Björk a été tellement belle.
Et moi, je pense que j'étais fasciné par la beauté de Björk. J'aurais voulu être belle comme Björk. C'est un physique hallucinant. Et elle a dû voir à ses 45 ans ou 50 ans la beauté traditionnelle s'en aller. Et moi qui m'intéresse beaucoup à la beauté des vieilles femmes, j'ai été hyper déçu par le fait qu'elle décide de nous enlever son visage. Personne n'a vu Björk depuis 15 ans, à part des paparazzi qui, dans une coin d'une rue, nous montrent une Björk un peu bouffie. En fait, je pense que la vraie raison, c'est que Björk se trouve moche en étant vieille. Donc elle a décidé de se cacher. Mais je préfère dire, oui, elle est en mutation. Oui. Elle est en mutation. Je reviens, je l'avais noté, mais Donna Haraway, elle parle de parenté dépareillée. Et en fait, pour parler de ce que c'est que de vivre aussi avec le trouble, je trouve qu'on est vraiment là-dedans aussi. Bon, mais on va passer alors à la dédicace si vous en avez envie. Grégory, merci beaucoup. Merci à vous. Il s'agissait de Grégory Le Floch à la librairie Ombre Blanche, mercredi 12 novembre 2025, à l'occasion de la publication de son roman Peau d'ours aux éditions du Seuil. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.